toujours les mêmes fiascos et on voit toujours des échecs cruels parfois, dans lesquels on voit exactement les mêmes erreurs qu'il y avait 40 ans. Bonjour à vous et merci de me recevoir. Donc, je m'appelle Raphaël de Vitoris. Je suis actuellement le Crisis Manager du groupe Michelin. J'enseigne la gestion de crise dans divers masters, ainsi que la communication de crise et certains éléments sur les biais cognitifs. Je suis chercheur associé au laboratoire Clermont-Ferrand et je fais quelques accompagnements de toutes petites entités en termes de gestion de crise. Voilà. Chez Michelin, mon métier consiste d'abord à aider le groupe en temps de paix, afin de le structurer, de l'organiser de manière à ce qu'il soit capable d'affronter un peu n'importe quoi. Et ceci à tous les niveaux de l'entreprise. Donc ça implique un travail, entre guillemets, de fond de réflexion quant à l'organisation de gestion de crise et des modifications continues de manière à ajuster en permanence avec la culture de l'entreprise, les évolutions de l'entreprise. Je fais partie d'une entreprise qui fait des acquisitions, donc il faut faire monter à bord les nouveaux venus, garantir qu'il n'y a pas de perte en ligne, qu'on conserve les bonnes habitudes et que ça colle avec les réalités terrain et technologiques, puisque tout évolue un peu assez vite. En temps de guerre, je peux être mobilisable sur sollicitation. C'est déjà arrivé, pour le Covid ça a été le cas. J'ai même terminé à la fin avec... En remplaçant le leader de la cellule de crise du groupe Michelin, et j'ai dû en prendre le leadership pendant 8 de ces 11 semaines de fonctionnement, je crois. Donc voilà, il y a vraiment un temps de paix qui est l'essentiel de mon travail, et dans ce temps de paix, une énorme partie est dédiée aux simulations et aux formations de crise. Et un temps de guerre qui est beaucoup plus restreint, Dieu merci, et qui est sur sollicitation. Maintenant, je vais parler des petites entités que j'accompagne. Je suis parfois sollicité par des toutes petites entités, soit au niveau des mairies, soit au niveau de TPE, PME, qui me posent des questions assez élémentaires, mais assez profondes finalement, sur la gestion de crise. Et parfois, je les aide à structurer leur organisation de manière à pouvoir se préparer avec le peu de ressources qui sont les leurs à affronter un peu n'importe quoi. Pour ces éléments-là, il y a deux grands angles d'analyse. Le premier, il est d'abord personnel et il se décompose d'abord dans une dévotion au travail à fournir. Il y a vraiment énormément de travail à faire. Et quand on s'engage dans une thèse tout en étant professionnel, on sait d'emblée qu'on ne va pas vraiment profiter de ces week-ends et qu'on n'aura pas beaucoup de grasses matinées. Donc ça, c'est un paramètre quantitatif qui est assez grand et à prendre en considération. Et puis il y a aussi un paramètre qualitatif, c'est que c'est aussi des actions qui ne sont pas familières un professionnel en exercice. Il y a tout un travail de bibliographie et d'élaboration de questions de recherche qui sont un peu étrangères au caractère opérationnel et immédiat qui sont propres de nos fonctions. Donc là-dessus, il y a aussi ce travail qualitatif. Il faut accepter de reprendre des méthodologies qui nous sont assez étrangères et de réapprendre, tout bêtement. Le deuxième élément sur ce point de vue personnel, c'est le sujet en lui-même. Afin d'optimiser mes activités diverses, au moment où j'étais doctorant, j'ai fait en sorte qu'il y ait un overlap maximisé entre mon sujet d'étude et ma fonction au sein du groupe Michelin. Ce qui fait qu'en travaillant l'un, je travaillais l'autre. L'overlap n'est pas absolu, c'est impossible, mais il n'empêche, avec un peu d'astuce, on peut trouver un bénéfice commun et finalement simplifier la charge. Un troisième élément, c'est la nature du sujet. Le sujet que vous avez choisi, selon moi, doit être un sujet qui vous fait vraiment vibrer. Il est difficile de se soumettre à une telle quantité de travail, à une telle dévotion à la tâche pendant 3 ans,
sans avoir un sujet qui vous fasse vous lever le matin. Donc moi, j'ai pris un sujet qui me ressemblait, qui me parlait et qui m'intéressait au plus haut point. J'ai négligé pour ça tout ce qui était secondaire. Donc ça veut dire que tous les autres centres d'intérêt moins prioritaires, puisque j'avais un vrai intérêt dans mon sujet, sont passés après. D'un point de vue professionnel ou mes activités personnelles, le hobby, sont passés après. Et même les activités secondaires, théoriquement, du doctorant moyen. Les doctorants assistent à de nombreux cours. Je ne parle pas des cours qu'ils prestent, je parle des cours auxquels ils doivent assister. Et pour être sincère, je fais partie des doctorants qui ont assisté à absolument aucun cours. Le seul cours auquel j'ai assisté, c'était 1 semaine et demie après ma soutenance de doctorat. Mais c'était après coup. Je me suis reposé sur des travaux brillants. Par exemple, il y a une personne qui s'appelle Dumez qui a fait un livre et qui a été édité plusieurs fois, qui synthétise un peu le travail du doctorant. Et en fait, fort de ce livre et d'autres outils qui à notre disposition, on a tous les témoignages et toutes les méthodologies du monde pour pouvoir être relativement autonome. Donc finalement, ça, c'est jouable. Et ça, c'est le premier rang, celui qui est personnel. Mais en fait, moi, je m'inscris dans un collectif. On est tous inscrits dans divers collectifs. Et ça aussi, ça y joue. Premièrement, il y a le collectif d'un point de vue recherche. Il y a la relation que vous avez avec votre directeur de recherche. En l'occurrence, dans mon cas, c'était une directrice de recherche. Il faut, dans mon cas, avoir une directrice de recherche qui était capable de comprendre quels étaient mes enjeux, la réalité de ma fonction qui impactait énormément, enfin, qui impactait majoritairement mon emploi du temps, et qui arrivait à composer avec quelqu'un qui évoluait dans un monde qui était différent du sien, et puis avec peut-être une psychologie qui était différente de la sienne. J'ai eu la chance, je suis tombé sur une directrice de thèse qui était aussi brillante que souple dans le travail, donc c'était une collaboration fantastique. D'ailleurs, c'est devenu une amie et je continue de collaborer avec ce professeur. Il n'empêche, j'ai eu de la chance parce que c'est une loterie et j'aurais très bien pu ne pas jouir de ces avantages-là et je ne sais pas à quoi aurait ressemblé ma thèse. Le deuxième élément collectif, c'est du côté de l'entreprise. J'ai la chance de baigner dans une direction, un management qui est vraiment bienveillant et qui a accueilli le projet avec beaucoup d'entrain. Donc, ils m'ont donné de la souplesse là où j'en avais besoin. Là encore, ça aurait pu très bien être une histoire différente et ça aurait été difficile. Et enfin, il y a d'un point de vue familial, j'ai une épouse, j'ai une fille, et c'est aussi la famille qui a accepté de se plier au jeu et de me laisser la latitude pour essayer de mener à bien cet élément-là, et c'était aussi un élément déterminant. Ayant travaillé dans d'autres groupes que Michelin, j'avais travaillé dans l'oil and gas, il y avait la première crise à laquelle j'ai été soumise, qui était une crise environnementale avec une pollution, m'avait marqué parce que je découvrais cet univers-là et j'étais complètement à côté de la plaque et j'ai ressenti que j'aimais bien ce domaine-là. Enfin, j'avais ressenti de manière intuitive parce qu'à l'époque, c'était pas une discipline en tant que telle. Je ne savais même pas que la fonction de gestionnaire de crise existait. Et donc, j'avais senti quelque chose d'assez passionnant et excitant. Et elle m'a marqué. Après, j'en ai eu d'autres dans lesquels j'ai essayé d'être moins pris au dépourvu que que ce que j'avais ressenti la première fois. J'ai eu plusieurs crises après. Il y a eu une crise dans cette compagnie où il y avait un décès sur site, un accident du travail mortel qui avait été vraiment une crise pour l'usine qui avait vécu ce drame. Et moi, ça m'avait marqué parce qu'on prend de plein fouet le côté humain. On n'est pas dans de la méthodologie, on n'est pas seulement dans l'organisation et des outils. L'aspect humain vous prend à la gorge et quand bien même on ne connaît pas la personne, l'empathie naturelle fait qu'on est fortement impacté par ces éléments-là. Et donc, même si j'avais été d'une manière très indirecte confronté à cette réalité-là, ça m'avait marqué. Et puis, si je prends la dernière, celle-ci déjà c'est la plus fraîche dans ma mémoire, c'est celle du Covid, où le groupe m'a fait confiance et m'a confié, j'ai remplacé le leader, j'étais le leader remplaçant de la cellule de crise du groupe Michelin,
qui avait dû être appelé à d'autres missions. Et donc, j'ai dû gérer pendant 8-9 semaines la cellule de crise du groupe Michelin au moment très très fort de la première et de la deuxième vague. Et ça a été fantastique. Alors, ça a été très difficile, mais ça a été fantastique en termes d'expérience humaine, où j'ai vraiment pu voir ce que c'était que l'engagement, avec des tas de personnes dans le groupe qui sont montées à bord, une flexibilité incroyable. Et en plus, moi, ça m'a marqué tout particulièrement, puisqu'en fait, on a vraiment pu éprouver tout le système qu'on avait mis en place et que j'ai vraiment œuvré à mettre en place depuis 2015 et, au sein du groupe Michelin, et voir à quel point ça avait été un facteur de succès. Donc j'avoue que j'avais un intérêt tout particulier d'observer les avantages et les inconvénients de ce pourquoi j'avais autant travaillé. Et j'avoue en tirer un immense plaisir de voir que en fait, ça a été un énorme facteur de succès, ou du moins c'est comme ça que je l'analyse, peut-être à tort, mais en fait c'est comme ça que j'ai essayé de l'analyser. J'ai essayé d'avoir une objectivité dessus, mais c'est toujours difficile, mais néanmoins, la structuration qui était la nôtre a été vraiment intéressante. Et l'aventure personnelle a été comment dire, très enrichissante, évidemment. Alors, je l'ai écrit justement une semaine après mon doctorat. Justement pendant que je passais cet unique cours auquel j'ai assisté durant mon doctorat. Donc, il ne faut pas le dire aux établissements, ça les choquerait de savoir que je n'ai pas passé un seul cours et pourtant j'ai pu avoir le doctorat. J'ai été frustré. Alors, j'avais la cellule de crise Michelin avait été clôturée au plus haut niveau de l'entreprise. Après, on avait des tas d'autres cellules qui continuaient d'œuvrer, mais en parfaite autonomie, il n'y avait plus besoin de toutes les fédérer. Le temps des vagues violentes était un peu derrière nous. Et donc, j'avais un peu de temps pour souffler. J'ai pu soutenir ma thèse. Ça s'était bien passé. Et là, j'essaie de regarder les ouvrages qui étaient sortis et essayer de retrouver dans les ouvrages qui étaient sortis ce qui pouvait me préparer à affronter ce que j'avais affronté, ce que j'avais raté, l'ouvrage que j'avais raté. Et j'ai été assez frustré de ne pas trouver ce que je recherchais et de ne pas retrouver les observations qui avaient été les miennes ou les réflexions qui étaient les miennes dans les descriptions des ouvrages que j'ai listés, que j'avais identifiés. Et donc, j'ai appelé les éditions Duno et je leur ai dit est-ce que ça vous dirait d'avoir le livre que j'aimerais lire ? Et on a convenu ensemble de tester la chose, de regarder s'il était opportun de faire le projet. Le projet s'est fait. Et donc ça, c'était comment ça s'est fait. Maintenant, pourquoi je l'ai fait ? Je l'ai fait parce que je nourrissais, mais je nourris encore un petit peu, une certaine frustration. C'est une interprétation qui est la mienne, elle est peut-être erronée, mais il n'empêche c'est la mienne. J'ai l'impression de ressentir un début de dogmatisation d'une discipline qui est pourtant très jeune. La gestion de crise en tant que telle, dans les sciences de gestion, c'est quelque chose qui n'a pas 30 ans. Et déjà, on a des incontournables. Et des choses qui, lorsqu'on les challenge, tiennent du blasphème. Et je suis assez étonné, maintenant que j'ai pris une casquette de chercheur, de me dire que les choses sont ossifiées et qu'en sciences de gestion, dans un monde qui est de plus en plus complexe, que les choses soient telles quelles et qu'on ait abouti à la fin de l'histoire. Et donc cette dogmatisation que je ressentais intuitivement, elle m'a frappé lorsque j'ai discuté avec les consultants, qui est pour moi une espèce totalement à part dans le monde professionnel, notamment dans la discipline qui est la mienne, puisqu'en fait, ce sont les consultants qui transmettent ou qui véhiculent les schémas de pensée dans la plupart des entreprises. Les entreprises n'ont pas le temps de regarder les recherches en sciences de gestion. Ils n'ont pas le temps de s'abonner aux revues classées en sciences de gestion pour regarder quels sont les derniers modèles. En fait, c'est les consultants qui, par leur influence, déploient, diffusent des idées, parfois nouvelles, parfois pas trop. Et en fait, moi, j'avais une frustration lorsque j'avais discuté avec des consultants de grands cabinets
de voir que les dogmes, ce que j'avais l'impression être des dogmes, étaient répétés au mot près par les consultants de tous les cabinets que je croisais, particulièrement les plus grands, et qu'en fait, ça ne correspondait pas véritablement, ça ne répondait pas aux questions qui étaient les miennes, et parfois même, c'était hors sujet. Et donc, ça, plus la discussion avec des tas de petites entreprises ou de moyennes entreprises qui n'ont pas le luxe de se payer des gens comme moi qui travaillent à la gestion de crise à plein temps, comme le font les grands groupes, ils sont obligés de faire autrement, m'a convaincu, et justement ces petites entreprises et moyennes entreprises qui font vraiment la part belle aux consultants et qui s'abreuvent de leurs paroles, en discutant avec eux, je me suis dit peut-être qu'ils mériteraient qu'on leur mette entre les mains un nouvel angle de vue, ne serait-ce que pour challenger positivement les savoirs qui sont véhiculés en termes de gestion de crise, ou au moins qui se posent les mêmes questions que moi, les amener leur amener à se poser des questions similaires aux miennes pour voir si je suis vraiment le seul à déceler ces éléments qui me perturbent un peu. En fait, je vais en donner un qui va en amener un deuxième, assez naturel. J'aurais tendance à dire qu'il est vraiment utile pour les chefs d'entreprise de vraiment réfléchir aux conséquences implicites des concepts comme optimisation, compétitivité et résilience. Et de se demander si vraiment ces concepts-là, qu'on entend partout, sont vraiment synonymes de pérennité. Ce qui m'amène à mon deuxième conseil, je les inviterai à s'intéresser aux notions d'antifragilité. Alors, si on regarde les premiers articles que j'ai lus sur la gestion de crise datent de la toute fin des années 60 et surtout des années 70. Et les articles les plus célèbres sont vraiment des années 80 avec les Tchernobyl, les Bhopal et les analyses comme ça. On va partir des années 80. On est en 2020 passé. Ça fait 40 ans qu'on fait des retours d'expérience. Ça fait 40 ans qu'on réfléchit sur ce qu'est la crise. Ça fait 40 ans qu'on a des règles édifiées qui sont devenues maintenant des impératifs organisationnels de gestion de crise. Ça fait 40 ans qu'on a des milliers de pages de retours d'expérience qui ont abouti à des plans d'action. Ça fait 40 ans qu'on fait des trainings, et pourtant, c'est toujours les mêmes fiascos, et on voit toujours des échecs cruels parfois, dans lesquels on voit exactement les mêmes erreurs qu'il y avait 40 ans. Donc ma question est, est-ce que ça marche vraiment? Et donc, faut-il challenger positivement des éléments qui fonctionnaient peut-être à une époque, et qui sont peut-être plus adaptés à un nouveau monde. Deuxièmement, venons plus près, regardons le Covid. Covid, première vague. On a un pays qui fait appel aux meilleurs experts dans tous les domaines confondus pour gérer une première vague où on voit des décisions que la plupart des experts considèrent comme à la fois illogiques et disproportionnées. Je vous rappelle, prendre un Doliprane, ne pas mettre de masque, faire traverser en TGV des gens à grand renfort de caméras et de journalistes et autres. C'est quand même des organisations et des experts qui étaient rompus aux règles les plus fondamentales de la gestion de crise. N'est-il pas intéressant de proposer, d'alimenter d'autres angles de lecture, quitte à ce que ce ne soient pas les bons et qu'ils soient challengés? Alors moi, j'aurais tendance à essayer de vous convaincre en 3 mots. Lisez mon livre.